Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine, nous irons tout d'abord au Maroc où, 2 mois après le séisme meurtrier, des sources d'eau ont jailli de la roche dans la région d'Al Haouz, un phénomène géologique rare qui pourrait déstabiliser l'économie locale. Nous prendrons ensuite la route de New York pour y retrouver l'un des grands historiens du continent, Mamadou Diouf. Il vient de publier L'Afrique dans le temps du monde, un essai dans lequel il explore l'étendue du regard africain et afro-américain sur l'histoire de l'Afrique. Pour finir, nous vous emmènerons en Tunisie sur le tournage du film consacré à Frantz Fanon, un homme qui a marqué les études postcoloniales, la pensée antiraciste et la psychiatrie. Au cœur des montagnes de l'Atlas au Maroc, les stigmates du séisme du 8 septembre qui a fait près de 3000 morts sont encore bien visibles. Depuis la catastrophe, les habitants de la province d'Al Haouz ont vu apparaître avec stupéfaction de nouvelles sources d'eau, un phénomène perçu comme une bonne nouvelle et qui pourrait soulager les sinistrés dans cette région habituée aux sécheresses. Mais les scientifiques restent prudents quant à sa pérennité. Reportage de notre correspondant Jean-Marie Lemaire. Au cœur des montagnes de l'Atlas, les stigmates de l'important séisme du 8 septembre sont encore bien visibles. Aucun douar de la région n'a été épargné par la catastrophe. Alors que le flot incessant des aides emprunte les pistes et les petites routes montagneuses, les habitants ont découvert avec stupéfaction une arrivée accrue des eaux à travers les roches, ou parfois même de nouvelles sources après le tremblement de terre. Depuis le mois d'avril jusqu'à septembre, il n'y avait rien. L'Oued était à sec. Lorsque le séisme a eu lieu, l'eau est sortie des montagnes, sans qu'il n'y ait ni de pluie ni de neige. On remercie Dieu. Le ministère de l'Équipement a recensé 45 sources taries par la sécheresse de ces dernières années et dont le débit a augmenté depuis le séisme. Cette eau va beaucoup aider la population locale, parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les sources. Après le séisme, l'eau est sortie et les gens n'en manquent plus aujourd'hui. À la faculté des sciences de Marrakech, le chercheur Hassan Mbou apporte une explication rationnelle à ce phénomène de géologie structurale. C'est tout simplement des poches d'eau en intersection avec des fractures. Le séisme a fermé certaines et il a ouvert d'autres, ce qui va faire disparaître des sources ou bien diminuer leur débit ou faire apparaître de nouvelles sources ou tout simplement raviver ou bien augmenter le débit des sources existantes. Ça donne des débits parfois importants, mais ça n'ajoute pas de l'eau. Probablement que des secousses qui arriveront par la suite, c'est-à-dire ils vont rééquilibrer la situation, peut-être ils vont remettre les choses à l'état initial. Personne ne peut savoir si les choses sont éphémères ou si ça va durer dans le temps. Ce phénomène sera certainement bénéfique, mais au détriment de certaines zones qui verront le débit des sources diminuer. C'est l'un des grands penseurs du continent, un spécialiste du colonialisme. Dans son dernier essai, il mène une réflexion sur les écritures de l'histoire de l'Afrique et la nécessaire réappropriation de leur histoire et de leurs identités par les Africains. Bonjour Mamadou Diouf. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve depuis New York où vous enseignez l'histoire et les études africaines à la prestigieuse Université de Columbia. Votre dernier essai s'intitule L'Afrique dans le temps du monde, publié aux éditions Rothko Kriek. Qu'est-ce que vous entendez par ce temps du monde auquel vous faites référence dans votre titre ? Je vous remercie de votre invitation et je dirais que la relation au temps du monde, c'est précisément, si vous voulez, l'initiation d'une démarche qui ne présente plus l'Afrique telle qu'elle a été présentée, si vous voulez, dans le discours colonial, mais aussi dans le discours nationaliste des indépendances, mais de tout simplement essayer de comprendre comment les Africains se sont inscrits dans le mouvement du monde comme sujet, comme acteur, et comment en fait cet engagement avec le monde s'est traduit par un récit qui est le récit des Africains dans le monde. Donc c'est à la fois la confrontation, mais une confrontation qui a des dimensions de transaction et d'échange.
Vous proposez donc de voyager au-delà de ce qui est appelé la bibliothèque coloniale, en particulier entre les rayons d'une bibliothèque sur l'histoire de l'Afrique écrite par des historiennes et des historiens africains. Absolument. Et le premier mouvement, c'est de dire que s'il y a une bibliothèque effectivement coloniale, le regard que les Européens ont porté sur l'Afrique, c'est ce que l'intellectuel congolais Valentin Mudimbe appelle l'invention de l'Afrique à la marge des grands textes européens. J'essaie dans cet ouvrage de dire qu'il y a aussi une bibliothèque qui est avant la bibliothèque coloniale, qui est la bibliothèque islamique arabe. Il y a aussi une troisième bibliothèque après la bibliothèque coloniale, qui est la bibliothèque africaine-américaine. Et ramener les ressources de ces trois bibliothèques, c'est dessiner un portrait de l'Afrique qui est différent du portrait qui s'est imposé depuis le 19e siècle, l'hôte de l'Europe qui est l'Africain, qui est hors de la civilisation, hors de l'histoire et hors de l'humain. Donc, revenir à ces trois bibliothèques, c'est reprendre la réflexion sur ce que Senghor appelait la condition humaine. Vous écrivez dans votre premier chapitre, pour l'Afrique et la diaspora noire, reprendre la main sur les écritures de son histoire, c'est réclamer une parité culturelle, créative, historiographique et revendiquer un récit de l'universel enfin découplé de l'impérialisme occidental. Est-ce que ce récit africain de l'histoire est encore invisibilisé à l'heure actuelle? Est-ce que l'Afrique a, selon vous, repris sa place dans l'histoire universelle aujourd'hui? En fait, si vous voulez, l'environnement dans lequel l'Afrique émerge, qui est ce 19e siècle, qui est un 19e siècle qu'on pourrait qualifier de négrophobe, ce moment-là crée effectivement une situation dans laquelle le récit africain, le récit sur l'Afrique est porté par les autres. Ce que les Africains ont essayé de manière très active depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils avaient déjà commencé dans l'entre-deux-guerres avec certains mouvements comme la négritude, le panafricanisme. Ça a été effectivement de dévoiler un récit qui est le propre récit, mais qui est un récit qui ne dit pas qu'il faut sortir de cet environnement. Ce que les Africains, ce que les Noirs disent, c'est que nous ne sommes pas seulement en train de réécrire l'histoire de l'Afrique, mais en réécrivant l'histoire de l'Afrique, nous sommes en train d'exiger que l'écriture de l'histoire change. Le défi, c'est effectivement l'écriture de l'histoire qui s'est imposée comme l'universel. Donc ce qu'on voit, c'est un double engagement. Un engagement qui accompagne la reconstruction du passé de l'Afrique, c'est un engagement pour réinventer l'universel et un engagement pour réinventer la discipline historique. Vous plaidez pour une histoire au pluriel. Qu'est-ce que cela signifie ? Une histoire au pluriel, c'est précisément la remise en cause de ce qui a fait que l'Europe est devenue non plus une province du monde, mais est devenue le centre du monde. Et à partir de ce positionnement, de cette assignation que l'Europe prend en charge, le reste du monde devient des périphéries. Et ces périphéries sont révélées par le contact avec l'Europe. C'est-à-dire les grandes découvertes du XVe siècle, c'est le moment où l'Europe découvre le monde et nomme le monde. Et assigne à chaque région du monde une histoire, et cette histoire est liée à l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe intègre les autres régions du monde à son historicité. Et cette historicité devient la vérité
absolue. Et cette vérité absolue est si vous voulez, une vérité autoritaire. On pourrait dire que la raison du siècle des Lumières est une raison qui soit détruit toute autre logique, soit les soumet à sa logique. Et cela a eu comme conséquence, effectivement, le gommage de toute histoire hors, si vous voulez, du mouvement historique européen. Et ce sont les récits qui étaient les récits propres à chaque région qui sont remis en cause. Moi, je plaide, suivant le grand auteur nigérian Chinua Achebe, que notre monde ne pourra fonctionner que si on est capable d'accommoder l'ensemble des récits. Il faut que toutes les sociétés humaines participent à la production de récits qui sont des récits multiples, et ces récits multiples deviennent les récits de l'humain. C'est ce que Césaire appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est la leçon qu'on retiendra. Merci Mamadou Diouf d'avoir été l'invité d'Afrique Hebdo. Merci beaucoup pour votre invitation. Et justement, Frantz Fanon incarne à lui seul toutes les problématiques de l'histoire coloniale. La Tunisie a servi de décor principal pour la première œuvre non documentaire consacrée aux résistants martiniquais et militants antiracistes. Celui qui a aussi révolutionné la pratique de la psychiatrie a vécu et travaillé dans le pays après son expulsion d'Algérie à cause de sa lutte anticoloniale. Lilia Blaise et Hamdit Lili ont pu assister au tournage du film. Les murs de cet hôpital datant du protectorat français à Menzel Bourguiba, dans le nord de la Tunisie, ont servi à reconstituer les années algériennes et tunisiennes du psychiatre et sociologue Frantz Fanon. Action! Ce biopic français est la première œuvre de fiction sur ce militant antiraciste et anticolonialiste. Mais ce qui me passionnait, c'était l'homme et sa pensée à travers sa pratique de la psychologie. Et c'est là, je pense, ça a été très novateur. C'est quelqu'un qui a bouleversé la psychiatrie. Et je ne pouvais pas me dire un personnage aussi fort du XXe siècle n'avait pas des choses à dire intérieurement. Dans les années 50, Frantz Fanon a marqué la psychiatrie par son humanisme et sa réticence à recourir aux traitements médicamenteux. Il a également développé les concepts d'ethnopsychiatrie et d'aliénation pour définir les séquelles de la colonisation sur ses patients. Alexandre Bouillet, l'acteur qui incarne Fanon à l'écran, l'a découvert avec le film. Ce que ça m'a fait, moi, de me rendre compte que je ne connaissais pas ce monsieur ni son histoire, et je me suis dit, je pense que j'ai pas envie que d'autres personnes le ressentent, j'ai envie de raconter cette histoire à notre génération, aux générations d'avant, aux générations d'après et aux générations qui vont arriver. Comme en France et en Algérie, la mémoire de Fanon a été également mise à l'écart en Tunisie, où il avait pourtant continué son militantisme anticolonial et aussi exercé dans les hôpitaux psychiatriques tunisiens. Réhabiliter Frantz Fanon dans la pensée et dans la pratique politique tunisienne, c'est redonner de la profondeur à notre histoire, une profondeur africaine. Autre personnage qui devrait être plus reconnu, la femme de Frantz Fanon, Josie, militante anticolonialiste. En fait, on a beaucoup d'articles parce que c'était une journaliste, donc on lit ses articles. Mais c'est vrai qu'on n'a presque pas de photos. Enfin, nous, on a trouvé 2 photos en fait, d'elle et j'ai un témoignage radiophonique. Josie Fanon a vu son mari mourir à 36 ans des suites d'une leucémie foudroyante, en laissant un héritage et une pensée sur la question coloniale qui fait toujours l'objet d'un travail de mémoire. Le film devrait sortir dans les cinémas courant 2024. Et c'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.